En revanche, quand on regarde au cumul, quand on regarde la performance annuelle, il n'y a que 2015 qui est une performance négative. Le reste des performances sont positives. Donc, c'est important quand on procède à une analyse de ne pas se fourvoyer et de ne pas chercher quelque chose qui n'existe pas parce que ça va vous envoyer dans la mauvaise direction. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Chercher quelqu'un de performant en termes de trading ou en termes de gestion, c'est aussi chercher quelqu'un qui sait perdre parce que c'est ce que les meilleurs font, comme on peut le voir ici. Voilà, donc ça c'était pour vous donner vraiment du background, bien distinguer l'analyse qualitative de l'analyse quantitative. Nous par exemple, dans notre modèle d'analyse, si l'analyse qualitative n'est pas satisfaisante, on ne procède même pas à l'analyse quantitative. Le gestionnaire, on lui dit qu'on ne peut pas travailler avec lui et qu'il ne sera pas référencé par nos soins parce que l'analyse qualitative qu'on a menée n'est pas satisfaisante. Et je pense que pour vous, c'est important que vous puissiez faire la même chose. Alors, maintenant, on va attaquer les choses un peu plus concrètes. Donc, on va rentrer dans différents exemples qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est l'analyse quantitative. Alors, le principe de l'analyse quantitative, ça repose sur l'étude des données numériques, donc les données quantitatives, et qui permettent de répondre finalement à la question comment qualifier des stratégies qui en apparence sont semblables. C'est-à-dire que si je vous soumets ce graphique et que je vous demande quelle est la meilleure stratégie, alors effectivement, il y a une stratégie en bleu qui fait un peu plus de performance que les autres, mais c'est sensible. Je veux dire, de but en blanc, comme ça va être difficile de répondre. Et on va voir finalement par la suite que la stratégie qui peut sembler peut-être en apparence meilleure que les autres, quand on plonge un peu plus dans l'analyse quantitative, on va se rendre compte très rapidement que ce n'est pas forcément la meilleure. Donc, se limiter encore une fois à regarder uniquement les performances, ça ne va pas vous permettre de vraiment déterminer quelle est la meilleure stratégie et celle qui vous correspond le plus. Il va falloir vraiment creuser un peu plus loin. Alors, donc voilà, là j'ai mis un autre exemple. Par exemple, si je vous demande dans la salle quelle est la meilleure stratégie, je pense que vous allez avoir du mal à y répondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est des stratégies qui sont relativement similaires. Alors on peut se dire qu'éventuellement peut-être la bleue, pendant une certaine période, a vraiment surperformé la grise, mais ce n'est pas forcément vrai. Et on va le voir dans la suite, puisque c'est un exemple que j'ai réexploité, que la réponse n'est pas si évidente. Une question, mais par Oui. contre, si on regarde, si parfois il y a des creux qui sont plus violents, Oui. est-ce que déjà on commençait à Alors, avoir une idée effectivement, c'est vrai que ça fait partie de l'analyse. Ça, c'est une métrique qui s'appelle le maximum drawdown, qu'on va regarder par la suite, qui fait effectivement partie des mesures qu'il faut regarder, et qui permet effectivement de qualifier les risques d'une stratégie. Alors, je vous présente ce schéma. Ça, c'est le schéma qu'on utilise de sélection en fait, qui est propriétaire de GLD Wealth. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ça vous donne... j'ai tenu quand même à le mettre parce que ça vous donne une idée du travail que nous on fait, que vous pouvez faire aussi. Finalement, en s'y intéressant, vous pouvez aussi le mener. C'est vrai que ce qui nous arrive de faire, c'est que quand on a des investisseurs bien sûr, qui souhaitent investir un montant qui est significatif, ou des groupes d'investisseurs qui s'intéressent à une stratégie, nous on leur propose de faire directement cette analyse, s'ils le souhaitent. Donc il suffit de nous contacter. Et lorsque le montant est significatif, on réalise cette étude pour eux, on leur livre en fait. Ils nous disent par exemple, j'ai repéré tel manager, ou j'ai telle personne en contact, voilà son historique de trading. Est-ce que vous pouvez me faire une due diligence, une étude quantitative de la pertinence de sa stratégie? Et c'est le process que nous on fait. Donc, je vais vous présenter par la suite les éléments qui vont vous permettre de reproduire ce process. Néanmoins, c'est quelque chose qui est assez laborieux et qui demande parfois de la technologie que nous on détient puisqu'on l'a développé. Et donc, on offre ce service aussi à nos clients. On commence toujours notre analyse par l'analyse de risque multifacteur, qui va nous donner un scoring, donc une notation qui va aller de moins 100 à une fois tous les facteurs, donc il y en a à peu près 50. Quand un facteur échoue, vraiment significativement, on lui met la note de moins 100, ce qui fait que par la suite, la stratégie sera systématiquement rejetée.
Ensuite, on analyse ce qu'on appelle le risk-reward, c'est-à-dire quand je prends un risque de 1, combien en moyenne je vais gagner? Est-ce que je vais gagner une somme qui sera supérieure à 1 ou inférieure à 1? Ça donne une notation, c'est pareil, même principe. Si la notation est inférieure à 0, on rejette la stratégie. Ensuite, on analyse les biais et la façon dont le gestionnaire approche le portfolio management. Tous ces points-là, je les détaille par la suite pour que vous compreniez. Je les illustre avec des exemples, ça vous parlera plus. Mais je vous présente déjà le modèle. Et ensuite, on fait une analyse de style et de classification. Est-ce que la stratégie est plutôt contrarienne? Est-ce qu'elle est plutôt suivie de tendance? Et ça nous permet de répertorier la stratégie. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est-à-dire que quand vous recevez un historique de trading, généralement, vous avez juste les positions clôturées. C'est ce qui se passe. Donc, en fait, vous avez une photographie du compte de trading, mais à un instant précis, c'est-à-dire au moment où les positions ont été clôturées. Ça vous permet de faire un certain nombre d'analyses qu'on va détailler par la suite. Mais ce n'est pas réellement révélateur du risque qui a été engagé au niveau de la position. Pour ce faire, en fait, il faut faire un espèce de rebacktest de l'historique de trading, c'est-à-dire qu'il faut resimuler la vie du portefeuille et la vie de chaque position pour voir où a été le risque. Et ça, c'est pareil, c'est une composante qu'on va voir par la suite. C'est un peu plus compliqué pour vous à faire parce qu'il faut mettre en face une base de données. Il faut pouvoir être en mesure de resimuler cet historique-là, mais c'est quelque chose qu'on fait au sein de JLB. Ouais. Voilà. Alors, je reviens rapidement sur l'analyse que j'ai appelée multifacteur de risque. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on analyse les risques, par exemple, vous allez prendre certains gestionnaires, vous allez avoir une performance de 10-20% à l'année, ce qui est vraiment significativement élevé par rapport à la moyenne du marché. Et puis en 2-3 jours, vous allez tout perdre. Donc il y a une notion de risque, il y a une notion de vitesse aussi. C'est-à-dire à quel moment je suis en risque de perdre mon capital et à quelle vitesse. Il faut vraiment un rapport qui soit bien équilibré entre la vitesse dans laquelle vous réalisez vos gains et la vitesse dans laquelle vous réalisez vos pertes. Donc cette analyse multifacteur, elle nous permet aussi de tenir compte de ces deux notions, la notion de perte et la notion de vitesse. Un des premiers critères qui est celui dont James évoquait, qui est le maximum drawdown, qui correspond donc à la perte maximum que vous avez suivie entre un plus haut, pas de marché, mais un plus haut de la balance, donc de la stratégie de trading, et son plus bas. Pour nous, personnellement, bon, moins 30, c'est parce que j'ai voulu être pas du tout conservateur, mais généralement, c'est plus étriqué que ça. On rejette systématiquement la stratégie. Je pense que c'est vrai que considérer une stratégie qui a plus de moins 30% de drawdown, c'est compliqué. Ça fait déjà beaucoup. Après, encore une fois, il faut relier à l'espace temporel. Si vous perdez 30% en un jour, il faut vraiment oublier. Mais voilà, donc le maximum drawdown, ça fait partie d'une des mesures. Ensuite, on a ce qu'on appelle le MAR ratio. Le MAR ratio, en fait, ça va exploiter à la fois le maximum drawdown et la composante de performance. Le but de tous les ratios financiers, c'est ce qu'on appelle la normalisation de la performance. Encore une fois, en normalisant la performance, par exemple, si j'ai un MAR ratio qui va être égal à 1, ça veut dire que j'ai pris autant de risques pour générer 1 de performance que pour en perdre. Enfin, j'ai pris autant de risques. J'ai un risque équilibré, c'est-à-dire que pour gagner 1, j'ai risqué 1. Si vous avez un MAR ratio qui est supérieur à 1, vous allez être dans ce qu'on appelle une asymétrie de gain positive. Vous allez générer plus en moyenne que ce que vous allez risquer. Et tous les ratios inférieurs à 1, négatifs, on n'en parle pas parce que c'est mauvais, eux vont dire que vous êtes en asymétrie négative. Vous allez risquer à chaque fois plus, enfin la stratégie va risquer plus que ce qu'elle va permettre en potentiel. Par exemple, le MAR ratio à 0,75, on rejette. Ensuite, important aussi de regarder, c'est la façon dont le levier est géré. Si vous avez de façon absolue, quand vous avez un levier qui est supérieur à 10, déjà en moyenne de la stratégie, il ne faut plus y penser parce que 10 c'est vraiment très important et des mouvements de marché, on en connaît beaucoup. Et je veux dire, le levier c'est vraiment déterminant, surtout dans une stratégie comme on peut avoir l'habitude d'avoir sur le trading sur marge, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si on prend, nous par exemple, comme je vous le disais au départ, on a une stratégie systématique qui fait plus 21% depuis le début de l'année, enfin depuis 2012, pardon, en performance annualisée. Si vous prenez l'exemple de l'euro CHF, par exemple, on était investi au moment où l'euro CHF a fortement décroché. Et dans la journée, on n'a rien perdu parce qu'on avait une exposition qui était très faible. On a toujours
sur nos positions, on maîtrise très très bien notre levier. Et c'est ce qui fait la réussite aussi de la stratégie, parce que même quand on a des black swans, donc des événements très improbables qui se matérialisent, et on risque de continuer à en voir dans les années à venir, puisqu'il y a beaucoup d'événements macroéconomiques qui peuvent influencer ce genre d'événements. C'est ça qui vous permet, in fine, de contrôler le levier de la stratégie sur laquelle vous investissez, ou même de votre propre levier en tant que trader. C'est une garantie du succès sur le long terme de votre stratégie. Voilà, donc ça c'est très important de garder à l'esprit. On regarde aussi en fait quelle est la dispersion du levier, c'est-à-dire qu'on va prendre la position qui a le levier minimum, on va regarder le levier moyen, toutes les positions, le levier maximum. Si on voit que finalement il y a une dispersion totale, c'est-à-dire qu'on a un levier minimum très petit, un levier moyen qui est quand même vachement plus grand que le levier minimum, et un levier max qui est beaucoup plus grand que le levier moyen, là on va être pareil, dans une stratégie qui va jouer certainement sur un effet de martingale, certainement sur des effets en fait, qui sont très dissymétriques, qui ne permettent pas in fine de générer une performance qui va être stable. Donc on exclut. C'est difficile de statuer parce qu'on peut être vraiment dans une stratégie très particulière, mais en général, ça commence à être caractéristique d'une stratégie qui n'est pas bonne. On regarde aussi, très important, le temps moyen par trade gagnant et par trade perdant. Si vous avez un temps moyen par trade perdant qui est beaucoup plus élevé que le temps moyen par trade gagnant, c'est que le gestionnaire ou le trader, simplement, il garde les positions quand elles sont perdantes et il les sort quand elles sont gagnantes. Donc ça, c'est pareil, c'est pas une bonne méthodologie de gestion parce qu'il faut savoir garder une certaine je dirais, homogénéité dans la façon dont on gère. Pour se rendre compte aussi de ce que je vous disais, la rapidité, on compare le temps moyen pour générer 1% et le temps moyen pour les perdre. Encore une fois, si on a une dissymétrie trop importante, on rejette. Et ensuite, bien sûr, le gain moyen par rapport à la perte moyenne. Parce que vous allez vous retrouver des fois avec des stratégies qui vont générer 90% de bons signaux, 10% de déchets, mais parce qu'en en fait, on a tronqué un peu le système. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a laissé courir les pertes et on a encaissé rapidement les gains. Donc, on va avoir une certaine dissymétrie, c'est pareil. Ça, c'est des stratégies qui généralement sont rejetées. On peut rentrer peut-être dans des stratégies avec une stratégie très spécifique, mais c'est rarement le cas. Ça commence à être des curseurs qu'il faut mettre. Et quand vous voyez ce genre d'analyse, simplement en analysant l'historique de trading, vous pouvez vous dire, ah, peut-être que là, je ne suis pas dans quelque chose de très pertinent. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Comment vous avez fait pendant l'Euro CHF Oui. pour ne pas être exposé, c'est que vous avez hedgé à chaque fois que vous avez une position, vous la hedgez derrière. Non, on avait une exposition directionnelle sur l'Euro CHF, mais avec un levier qui était relativement limité. Et on était aussi exposé à d'autres sous-jacents qui, eux, ont réagi différemment, puisque c'est vrai qu'on contrôle aussi la corrélation du panier sur lequel on a investi, et l'ensemble s'est compensé. À la fin de la journée, on est sorti franc. Voilà. On n'a pas gagné d'argent sur l'Euro CHF, puisque effectivement on était acheteur, et donc c'est descendu, il y a eu un trou de liquidité. Et déjà on a pu absorber ce trou de liquidité, puisqu'il y a beaucoup, je veux dire, il y a des acteurs, pas les citer, mais des grands leaders du Forex qui étaient grandement exposés à l'Euro CHF et qui se sont retrouvés en margine, en margine sur l'ensemble de leur compte, qui étaient exposés à plus de 80%, et qui ont été obligés, à la suite de ça, d'être bail-out, de trouver des fonds. Alors que c'est des acteurs qui sont listés en bourse et qui sont majoritaires. Nous, en tant que JFD, aussi bien au niveau de JFD Wealth, on aurait pu très bien cramer tous les comptes si on avait été trop exposé, puisqu'on aurait été en margin call. On a pu absorber ce trou de liquidité qu'il y a pu avoir, parce qu'on est très faiblement exposé. Donc on a maintenu, la position s'est maintenue et n'a pas été du tout margin call. Donc on a eu un drawdown quand même dans la journée qui était à peu près de 1%, ce qui est important pour une stratégie comme la nôtre. Et après, le marché, la dislocation, on est revenu à une normalité, donc il y a des desks qui ont fait beaucoup d'argent, et donc on est ressorti en perte de cette position, mais une perte qui a été vraiment maîtrisée. Alors que face à nous, on a eu un ensemble de traders particuliers qui ont cramé leur compte et qui ont cramé, en fait, qui ont fait quasi rentrer en bankruptcy, c'était le cas. Hein. Si vous regardez l'action de certains brokers, vous comprendrez directement. Qui ont été exposés. Et même au niveau du broker, si vous voulez, c'est une philosophie qu'on respecte, de proposer un ensemble de sous-jacents et aussi d'informer nos clients. Si vous vous reportez, donc ça c'est vraiment vérifiable, sur le site de JFD Research, c'est pour la petite anecdote, on a un de nos analystes qui avant l'histoire du CHF, ça fait 2-3 mois qu'il disait attention, ça c'est un trade qui est
un crowd trade, c'est-à-dire que c'est vraiment un trade qui est diffusé, que tout le monde fait. Et moi, c'est pas du tout c'est pas du tout un trade qu'on recommande, parce qu'on trouve dangereux dissymétrique. Et en plus de ça, c'est vrai que la BCE mettait une telle pression sur la SNB qui est beaucoup plus petite en termes de bilan, qu'il y avait une probabilité non nulle que ça arrive. Donc 2-3, ça faisait, et juste la veille, il a produit un article sur le CHF, donc vous pouvez retrouver sur le site de JAD Research qui déconseillait à tout le monde d'investir. Donc nous, les clients du côté broker, il y en a qui ont effectivement dégagé de la perte, qui ont perdu plus que le capital investi, donc finalement, in fine, c'est le broker qui est redevable si le client n'est pas redevable. Et nous, on n'a pas été impacté, le broker est resté stable, parce qu'on a des clients qui sont relativement sophistiqués, qu'on informe, qu'on essaie au maximum de protéger. Et donc on n'hésite pas à les appeler s'ils ont une position trop importante sur un actif, on leur dit est-ce que vous êtes sûr, et in fine, nous on n'a pas du tout souffert de cet épisode-là, et même ça nous a profité parce qu'on a démontré en fait une stabilité et la réussite de notre modèle dans ces épisodes. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Voilà, donc là j'ai passé, c'est une liste non exhaustive, mais je vous ai donné un ensemble de critères de risque que nous on considère et qui nous permettent d'écarter directement une stratégie parce qu'on juge qu'elle n'est pas suffisante en termes de pertinence pour entrer dans notre modèle. Ensuite, il y a d'autres critères aussi qu'on considère. Donc pour rendre la chose un peu plus interactive, j'ai mis donc au tableau deux stratégies, une stratégie qui est appelée D, une stratégie qui est appelée U. Donc, par exemple, si, alors comme tu bats, je vais te demander, par exemple, si tu devais choisir une des deux stratégies pour investir,